Bonjour Christine, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Icademy. Bonjour Agathe et merci de me recevoir, ça me fait vraiment très plaisir de venir à nouveau chez Icademy. Super, on est vraiment très heureux de t'accueillir. Tu es connue et reconnue dans ton domaine, notamment la marque employeur, la recherche d'emploi, pour ton accompagnement en tant qu'auteur, en tant que conférencière, ex-recruteuse. Donc nous sommes vraiment ravis d'être avec toi aujourd'hui pour parler de la stratégie à mettre en place pour trouver une alternance. Alors, en effet, si je devais donner des conseils de stratégie à tous ceux qui vont nous écouter, déjà je leur dirais faites attention parce qu'il n'y a pas une vérité en recherche d'alternance ni en recherche d'emploi. Donc il va y avoir ma vérité basée sur mon expérience et je leur conseille de prendre les éléments que toi, Agathe et moi-même, nous allons leur donner. Donc la stratégie, pour moi, elle se développe, elle se met en place en 3 points. Le premier point, c'est de bien savoir en tant qu'alternant et que professionnel, je dis bien professionnel, je dis pas futur professionnel, en tant qu'alternant, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas faire, essayez de savoir où vous êtes bon. Donc c'est une forme en point d'introspection sur qui vous êtes. Je dirais que le deuxième point de la stratégie, c'est d'étudier le marché. Avoir une très bonne connaissance du bassin de l'emploi de votre région, des entreprises qui vous intéressent, des personnes qui travaillent dans les entreprises qui vous intéressent, parce qu'il y a toujours une différence entre ce que l'on croit, et ce que nous disent les autres et la vérité, la réalité des entreprises. Et le troisième point, c'est en fonction de qui je suis et où je veux aller, quelle stratégie je vais mettre en place. Et donc évidemment, le troisième point arrive après les autres. Bien sûr. Donc cette stratégie commence, comme tu l'as dit, par bien se connaître. Ce travail d'introspection, connaître ses forces, ses faiblesses. Mais bon, c'est facile à dire, mais justement, quels sont tes conseils pour justement déterminer ces choses-là? C'est toujours assez compliqué de... voilà, la question décrivez-vous en quelques points lors d'un entretien, c'est toujours une question assez difficile. Donc quels sont tes conseils pour toute personne qui entame cette démarche? Alors, le premier conseil, c'est sûr que c'est difficile, même pour moi. À 58 ans, c'est difficile de savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. Par contre, ce que l'on peut faire peut-être pour savoir ça, c'est utiliser le regard des autres. D'accord. Donc, les autres, cela peut être notre propre famille, notre entourage amical, les enseignants, quand on est en alternance. Quand on a démarré des stages, les personnes qui nous ont accompagnés lors des stages, les autres ont toujours une très bonne vision de nous, surtout ceux qui ont travaillé avec nous. D'accord. Ça peut être, attention, quand je dis travail, ça peut être aussi au sein d'une association, dans un club, lors d'activités extra-professionnelles. Donc, un des premiers points serait peut-être d'utiliser le regard des autres. En plus, souvent, on est souvent un peu dur avec nous-mêmes et les autres sont souvent bienveillants avec nous-mêmes. Donc, ça peut nous permettre de trouver un juste milieu sur vraiment qui nous sommes. De ne pas faire cette démarche seule, en tout cas, c'est ce que... Exactement. De toute façon, en recherche d'emploi, recherche d'alternance, il ne faut jamais rester seul. Oui. Parce que sinon, on peut être très vite découragé. Donc, utiliser le regard des autres, toujours noter. Par exemple, souvent, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'empathique. Si ça revient souvent, il faut vraiment le noter, essayer de voir ce que vous pouvez développer autour de ça. Si votre sens de l'organisation ressort, il faut le noter aussi. Si par contre, on vous dit que vous êtes toujours en retard, ça, il faut le noter également, parce que dans certains métiers, auprès de certaines entreprises, ça peut poser un problème. Donc, je dirais qu'il faut avoir l'humilité d'accepter aussi les points négatifs qui vont nous revenir. Donc ça, c'est une première chose. On peut aussi, si on en a les moyens, si l'école le permet, si on connaît des gens dans notre entourage, faire une sorte de bilan de compétences ou de bilan professionnel avec quelqu'un qui va nous accompagner dans cette démarche. Qui va nous poser les bonnes questions justement pour trouver des réponses qui nous amène à cette introspection. Donc ça peut être une idée. Et puis par rapport aux compétences, je dirais professionnelles, hard skills, les compétences techniques, les connaissances que l'on a, là je pense qu'il faut les lier à la formation. C'est-à-dire que durant toute cette formation en alternance, à chaque fois qu'on est en cours et qu'on travaille sur un futur métier, on apprend un futur métier, se dire est-ce que ça j'ai cette compétence. Et donc ce qui est utile aussi, c'est d'aller voir les fiches métiers
Par exemple, je sais pas, je veux être community manager. Oui. Ou vous voulez être community manager. C'est trop tard pour moi. Jamais trop tard. Vous voulez être community manager, vous allez voir d'une part les offres d'emploi de community manager, d'autre part les fiches métiers ONICEP ou proposées par Pôle emploi, et vous regardez la différence entre les compétences que vous avez déjà suite à votre formation ou en cours de formation, ce qui vous reste à acquérir, et puis surtout les qualités qui sont demandées pour savoir si ce sont des qualités qui correspondent ou pas au métier. D'accord. Ouais, très bonne démarche, ok. Et comme tu dis, surtout faire appel à tout l'extra-scolaire, le milieu associatif si on fait partie d'association, le sport si on fait aussi partie d'un sport, car il y a bien sûr les soft skills qui sont aussi très importantes quand on recherche un travail, au-delà des hard skills, parce que des fois, pour une première alternance, on n'a pas forcément de compétences professionnelles. Alors, je te rejoins complètement, Agathe, et là, c'est vraiment un conseil que l'on peut donner aux jeunes qui souvent me disent « mais comment je vais faire? Je n'ai pas d'expérience. » C'est la première chose qui vient. Mais si vous avez une expérience, vous avez déjà une expérience de vie personnelle, et parfois il y a des jeunes qui ont une expérience très riche de vie personnelle, et puis vous avez en effet tout ce qui va être lié à l'extra-professionnel, mais qui constitue des expériences. Et en effet, les soft skills, dont on parle de plus en plus, que recherchent de plus en plus les recruteurs, ont vraiment un intérêt pour les jeunes. Donc je rappelle, les hard skills, ce sont les compétences techniques, métiers, que vous allez apprendre au travers de votre formation et sur le terrain. Et les soft skills, ce sont les compétences humaines, le savoir-être qui est lié à votre expérience de vie et qui est lié à l'être humain que vous êtes. Et les jeunes, s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, peuvent vraiment capitaliser sur leurs soft skills parce qu'ils en ont beaucoup, ils en ont développé beaucoup et ça a beaucoup d'intérêt pour les recruteurs. Pourquoi ça a un intérêt? C'est parce que les métiers sont en train d'évoluer. À l'ère des robots, de plus en plus de métiers vont évoluer très vite. Donc on ne va pas avoir besoin de gens techniques, mais plus qui savent faire techniquement les choses, mais on va avoir besoin de gens qui sont capables de s'adapter, capables d'évoluer, capables d'avoir de l'empathie, capables de rebondir vite, capables d'avoir de la hauteur de vue. Et tout ça, ce sont les soft skills. Et je te rejoins tout à fait aussi là-dessus, c'est-à-dire que souvent quand on lit une annonce, il y a beaucoup de listes de compétences à avoir, beaucoup aussi de savoir-être qui sont mis de plus en plus, et de passer par cette étape de lister ce dont on est capable, ce qu'on sait faire, nous décrire, c'est une étape importante pour gagner en confiance aussi. Quand on va lire une annonce, peut-être se reconnaître un petit peu plus et ne pas hésiter à postuler. Donc c'est vraiment une étape à ne pas négliger, j'imagine. Complètement, et je vais même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il faut lire une annonce, 2 annonces, 3 annonces, 10 annonces, et il faudrait presque s'en faire une. À soi-même, sa propre offre de compétences, offre de services. C'est pas tout à fait le CV, c'est voilà tout ce qu'il y a dans les annonces. Et puis on reprend, il y a par exemple des soft skills qu'on retrouve à chaque fois. Si en plus ça nous correspond, hop, on met celle-ci. Donc les offres d'emploi, c'est vraiment une mine d'informations pour travailler sur soi. Très bien. Et la deuxième étape dont tu parlais, très importante également, la connaissance du marché, de son bassin où on veut travailler, géographique et du métier. Parle-nous-en un petit peu plus. Oui, alors on a souvent, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on a parfois une fausse idée des entreprises qui nous font rêver, des métiers qui nous font rêver, de l'endroit où on voudrait travailler. Et ce qui fonctionne bien, c'est de se transformer en enquêteur. Plus vous allez enquêter, plus vous allez vous renseigner, plus vous allez vous dire ça j'aime pas, ça j'élimine, ça je garde. Si vous ne faites pas ça, eh bien vous allez passer à côté d'opportunités, mais surtout vous risquez d'aller dans des voies qui ne sont pas les vôtres. Et donc il y a 2 moyens d'enquêter, en fait je vais même dire 3 moyens d'enquêter. Le premier moyen, c'est sur place. C'est par exemple, j'habite dans une ville, je sais que je veux travailler à cet endroit, j'identifie toutes les entreprises qui m'intéressent, dans lesquelles j'ai envie de faire mon alternance. Ça, c'est une des premières idées, c'est le terrain. Et je vais à la rencontre lors de forums, lors de salons emploi, quand il y a des écoles aussi qui font des rendez-vous avec portes ouvertes, avec des professionnels. J'essaye le plus possible de rencontrer des professionnels. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a Internet avec Google. Et pour moi, LinkedIn. Donc Google, quand une entreprise m'intéresse ou un secteur m'intéresse, je tape son nom, etc. et je regarde. Qui est le dirigeant?
qui sont les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils écrivent, parce que au travers des articles, vous allez reconnaître aussi les valeurs de l'entreprise. Il faut savoir que pour les jeunes, les valeurs sont très importantes à l'heure actuelle. Donc vous allez décider d'aller ou pas dans une entreprise ou vers un secteur en fonction des valeurs, en fonction de votre cœur. Et pour ça, il faut lire ce que disent les gens, il faut écouter leurs vidéos YouTube, il faut aller voir les TEDx, il faut vraiment se renseigner. Et le troisième axe pour moi, ce serait LinkedIn, parce que LinkedIn est le réseau professionnel par excellence en France avec 23 millions de personnes. Oui. On en parlera dans d'autres émissions. Dans d'autres émissions. Mais grâce à LinkedIn, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur des secteurs d'activité, des entreprises, des dirigeants, des managers et les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise. Tout à fait, je te rejoins vraiment là-dessus. En plus, lorsqu'on recherche une alternance, on a tendance à vouloir postuler un peu partout, sans trop vraiment un peu analyser l'entreprise dans laquelle on postule. Il y a aussi un peu des stéréotypes. Les grosses entreprises embauchent beaucoup, les petites PME pas forcément. Or, des fois, c'est aussi intéressant lors d'une rencontre, comme tu disais, d'une journée porte ouverte ou une rencontre entre entreprises. Il y a beaucoup ça maintenant avec la reprise. Les entreprises se retrouvent autour de cafés ou de soirées. Alors des fois c'est sur invitation, mais des fois c'est ouvert au public. Et il faut oser, il faut y aller. Et des fois des petites entreprises aussi recrutent en alternance. Et c'est aussi difficile pour eux et ça peut être une très belle occasion. Donc ne pas forcément rester peut-être aussi dans ces stéréotypes, comme tu disais, s'ouvrir à d'autres horizons. Donc oui, l'analyse du marché et du secteur. Complètement. Et puis tu as dit quelque chose de très juste. Tu as dit il faut oser. Ça aussi, il faut le prendre comme un jeu. Il faut oser jouer. Il faut aller à la rencontre des gens. Les gens sont les meilleures personnes pour nous parler et d'une entreprise et d'un secteur et d'un job. Quelqu'un, on parlait du community manager, qui est community manager, saura très bien nous parler de ce métier. Donc c'est auprès des gens qui font les métiers et qui travaillent dans les entreprises qu'on peut avoir les meilleures informations. Et oui, c'est une période où en fait il faut vraiment aller au devant. Et c'est pas facile parce que quand on est timide, par exemple, quand on se positionne en se disant j'ai pas beaucoup d'expérience, on n'ose pas aller au devant. Mais souvent les professionnels sont des gens bienveillants. Oui. Quand on s'intéresse à eux, ils nous répondent gentiment. Donc vraiment jouer, c'est pour ça que je parle du jeu. C'est un jeu d'enquêteur. Oui. J'enquête et puis je raye. Et puis, quand on n'est pas forcément à l'aise avec les gens, comme tu parlais de LinkedIn, c'est vrai qu'on peut passer par un réseau social tel que LinkedIn. Je sais que moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent sur LinkedIn. J'imagine que toi aussi. Je sais que tu es la première à répondre quand les gens ont des questions, quand tu as le temps, j'imagine. Mais voilà, c'est un réseau qui est là pour ça. Très bienveillant aussi, vraiment les personnes qui sont dessus et qui sont actives, sont participatives et sont là pour ça. Et je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit, aller voir les gens, un community manager ou un autre métier. Des fois aussi, il faut croiser plusieurs personnes parce que bien sûr, la personne est community manager dans son domaine, dans son entreprise, mais le métier ne va pas être forcément le même dans une autre entreprise. Il y a peut-être aussi des gens qui sont un peu déçus au bout d'un certain moment de leur travail et qui vont dire non mais ça c'est pas très bien, et puis un autre qui est passionné par son travail qui va dire mais ça c'est génial. Donc pas hésiter à croiser aussi quand on fait son étude justement de marché, croiser les informations et les métiers, j'imagine. Complètement d'accord. Plus on a d'infos, plus elles viennent d'endroits variés, de personnes différentes, des vieux, des jeunes, des secteurs différents, des entreprises différentes, de toute taille, plus ça va être riche et plus on va se dire mais là j'ai envie et là je n'ai plus envie. Et parfois on a des fausses envies. On se dit mon rêve ça serait de bosser dans une start-up par exemple. Bon, il faut aller interroger les gens qui travaillent dans des start-up parce que ça fait rêver, mais quand on voit le quotidien des personnes qui travaillent, est-ce que ce quotidien nous correspond? Par rapport à l'analyse du début que l'on a faite, est-ce qu'on est en adéquation avec qui nous sommes et ce que nous voulons? Exactement. Et quand tu as parlé des grandes entreprises, même chose, ça peut nous faire rêver de travailler dans une grande entreprise, mais est-ce que stratégiquement, ça va me correspondre? Est-ce que la grande entreprise peut me proposer un job après? Est-ce que j'ai envie de faire mon alternance dans une entreprise qui va m'embaucher? Bon, tu vois, tout ça, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte. Et c'est à partir de là, en fonction de qui je suis et ce que je veux, quel est le marché, que veut le marché, que peut m'apporter le marché, qu'on va déterminer la stratégie. Et justement, point 3, la stratégie. Alors, on a fait toutes ces étapes. Maintenant, il faut trouver son alternance. On sait à peu près où est-ce qu'on va postuler, on sait qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je dirais que la première chose, comme on a déjà bien étudié le marché, ça pour le moment je le mets de côté, la première chose c'est de préparer des outils. C'est-à-dire que je compare souvent la recherche d'emploi et donc de stage et d'alternance à un jeu. On ne démarre pas une partie de jeu sans avoir les bons outils. Connaître les règles aussi. Connaître les règles. Donc c'est ça. C'est par exemple si je suis un joueur de tennis, ben, je vais pas prendre une raquette pourrie pour jouer. Je vais recorder ma raquette. Je connais aussi les règles. Donc j'essaye d'avoir les bons outils. J'essaye de déterminer quelles sont les règles et pas ce que j'ai entendu dire. Oui. Donc là, attention aussi quand on est alternant à l'entourage. Attention aux parents. L'influence, bien sûr. Mais oui, parce que les parents, moi je le vois avec mes propres enfants, on ne cherchait pas un stage il y a 20 ans ou 30 ans comme on le fait maintenant. Tout à fait. Donc attention aux mauvais conseils, il faut aussi se rapprocher des gens qui vont donner les bons conseils. Donc il faut créer les outils. Qu'est-ce que c'est l'outil de base pour le moment, on ne peut pas faire sans. Ça va être le CV. Le CV, bien entendu. Avoir un bon CV, un CV carte de visite, un CV court, un CV adapté. Attention. Un CV, mais je crois qu'on en parlera dans d'autres émissions, qui ne va pas, il faut faire attention parce que ça arrive beaucoup aux jeunes, il ne faut pas privilégier la forme au fond. Ça sert à rien qu'il y ait 10 000 drapeaux, qu'il y ait des jauges dans tous les sens et qu'il soit super beau et que ça fasse un effet waouh. Parce que quand le recruteur le reçoit, déjà, il ne l'imprime pas ou s'il l'imprime, il est en noir et blanc. Et parfois, la forme joue au détriment du fond. Donc, un CV court et adapté. Un mail de motivation aussi, motivant, plus qu'une lettre de motivation, parce que la lettre de motivation... Je te rejoins tout à fait là-dessus. En tant qu'ex-recruteuse aussi, je te rejoins, je voulais juste appuyer ton propos, hein, je te laisserai continuer, mais c'est vrai qu'un mail construit, motivant est des fois plus important qu'une lettre de motivation. Et justement, je profite du fait que tu sois une ex-recruteuse, parce que ça aussi c'est important, échanger avec les recruteurs. Oui. Échanger parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un recruteur pour vous dire comment pense un recruteur. Donc là, vous avez la chance, vous avez 2 ex-recruteuses face à vous. Donc justement, par rapport au mail au mail de motivation, est-ce que tu me confirmes bien que quand on envoie un CV et une lettre de motivation en pièce jointe, bien souvent, la pièce jointe, lettre de motivation, n'est pas imprimée ou ouverte. Est-ce que ça, tu me le confirmes? Et deuxièmement, est-ce que tu me confirmes que c'est souvent, les lettres de motivation se ressemblent un peu toutes parce qu'elles ont un style un peu trop formel? Alors, je vais totalement confirmer tes propos. En fait, c'est vrai qu'en tant que recruteuse, le mail était très important. Limite la forme du mail et même si c'était que quelques lignes, si en quelques lignes la personne arrivait à me convaincre d'ouvrir les pièces jointes, déjà, c'est très important, eh bien, j'allais ouvrir le CV, ça c'est primordial, voilà. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un CV waouh, comme tu disais, avec photos, dessins, etc. Mais quand je lisais le contenu, au final, c'était un peu creux. Donc moi, c'est vrai que je suis de cette école où je préfère un CV peut-être un peu formel, hein, mais en tout cas avec du contenu développé, intéressant et qui soit en adéquation, bien sûr, avec l'annonce à laquelle la personne candidate. Et la lettre de motivation, c'était quand le mail m'avait plu, le CV m'avait plu et que je voulais aller un petit peu plus loin dans cette candidature, je lisais le mail, la lettre de motivation et bien sûr une lettre de motivation dans laquelle je ne retrouve pas je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations. Et cette phrase, moi, je trouve qu'elle est désuée. Peut-être que ça avait une vraie valeur maintenant. Bonne continuation, bien amicalement. Enfin, peut-être pas bien amicalement, mais en tout cas, bien à vous, ça me suffit. Une formule de politesse. L'important, c'est vraiment le contenu et voir si j'avais encore plus de choses que ce qu'il y a dans le CV, bien entendu. Pour moi, c'est ça l'intérêt d'une lettre de motivation et de comprendre des choses peut-être que je n'avais pas compris dans le CV en le lisant. Mais ça m'est arrivé de ne pas ouvrir de lettre de motivation, je vais être honnête. Après, voilà, c'est important des fois d'en mettre une. Ça dépend bien sûr. Ça dépend de ce qui est demandé, mais c'est vrai que essayez vraiment de faire un mail de motivation motivé avec un des secrets des outils, c'est de parler en premier. Comme dans les relations amoureuses ou amicales, quand on rencontre quelqu'un, parler en premier de l'entreprise. Bien sûr. Qu'est-ce qui nous intéresse dans l'entreprise? Ensuite de soi, mais de soi par rapport au poste et pas, on raconte pas toute sa vie. Et en troisième, c'est le nous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est de nouveau la motivation. Donc, si on réfléchit dans les outils, on a ce fameux CV adapté. Donc, si l'entreprise recherche un community manager, on met le titre de community manager parce que sinon, on risque de ne pas être sélectionné par les robots qui fonctionnent avec des mots-clés ou de ne pas être sélectionné par les recruteurs.
Deuxième point, le mail de motivation. Donc ça, on est dans les outils. Moi, je trouve que le troisième outil, pour moi, c'est la vitrine LinkedIn. Bien sûr. Parce que ça va au-delà du CV. On peut mettre énormément de choses. Je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn, beaucoup de patrons d'entreprise, beaucoup de recruteurs. Et ça va bien au-delà du bout de papier qui est un CV. On peut vraiment décorer sa vitrine en tant que professionnel. Et puis, je dirais qu'en autre outil, il va y avoir la préparation du pitch. Comment je me présente? Voilà, qui je suis, comment je me présente, comment je fais pour donner envie. Le pitch étant cette fameuse bande-annonce que l'on va dire. En quelques lignes. Voilà, alors c'est soit en quelques lignes sur, par exemple, sur LinkedIn, soit en quelques lignes sur une lettre de motivation, soit en quelques mots quand on se présente face au recruteur. Dernier petit outil dans la stratégie auquel les alternants ne pensent pas, c'est la carte de visite. Alors, c'est un vieil outil ringard, mais ça marche super bien. Donc, une carte de visite professionnelle, donc en carton, que vous pouvez imprimer pour vraiment très peu cher sur des sites. Sur cette carte de visite, vous mettez votre prénom, votre nom, numéro de téléphone, adresse mail, peut-être même adresse LinkedIn. Si vous n'êtes pas encore community manager, vous mettez community manager en formation ou en alternance, ou carrément sur la carte de visite en recherche d'une alternance en community manager. Pourquoi pas un QR code à scanner si les personnes veulent plus d'informations. Vers le profil LinkedIn ou vers son site. Maintenant, il y a des sites où on peut avoir sa vitrine, justement, oui. Exactement, parce qu'en fait, on n'a jamais un CV sur soi. Moi, quand je vais à la boulangerie, j'ai pas un CV. J'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent n'ont pas un CV sur elles. Par contre, une carte de visite, on peut l'avoir. Dans son porte-monnaie. Dans son porte-monnaie. Et on peut trouver un job dans la queue d'une boulangerie. On peut trouver un job dans des embouteillages, à la poste, n'importe où dans la vraie vie, puisqu'on va croiser des gens qui ont des métiers et qui peuvent à un moment nous dire... Nous mettre en relation ou même en recherche, tout à fait. Et ça marche bien dans les forums aussi. Et alors, ça marche bien chez les jeunes parce que ça les positionne en professionnels. Ils vont sortir leur carte de visite, ce sont déjà des professionnels. Et voilà, donc petit outil stratégique. Très bon conseil. Écoute, là, je dois avouer très bon conseil, très sympa. Je reviens sur la vitrine LinkedIn. Pareil, là, je vais parler plutôt en tant qu'ex-recruteuse et même dans le cadre de mon métier aujourd'hui, ça m'arrive de recruter pour mon équipe ou voilà, donc toujours de recruter. C'est vrai que mon premier réflexe, ça va être de taper le nom de la personne dans un moteur de recherche. Et souvent, quand la personne a un profil LinkedIn, c'est un des profils qui ressort en premier. Si c'est le profil Facebook à une soirée, là, il faut un petit peu s'inquiéter. Mais en tout cas, souvent, c'est un profil LinkedIn qui ressort en premier. Et d'avoir ça, déjà, ça met le futur alternant ou l'apprenant dans une démarche de recherche. Une vitrine, bien sûr, pas qu'avec le nom, prénom. Et ça, j'invite tout le monde à aller regarder tes conseils que tu donnes pour optimiser aussi le profil LinkedIn. Il y a pas mal d'émissions où tu développes ce sujet. Mais je trouve ça très important. Et ça va vraiment apporter le petit plus, le petit quelque chose qui va faire que je vais appeler la personne. Et là, tu as parlé du pitch. Je pense que c'est important aussi quand on commence à postuler à des annonces, on commence à avoir des retours, à déjà préparer quand on va recevoir l'appel téléphonique du recruteur qui va dire bah voilà, j'ai reçu votre CV, est-ce que vous pouvez vous présenter, pourquoi vous postulez? Et là, pas être voilà, et d'avoir déjà un petit discours. Ah bah oui, je me souviens de vous, telle entreprise, parce que votre poste, voilà, et je suis telle personne. Un petit discours pour être préparé quand on répond au téléphone. Parce que ça aussi, le premier appel en tant que recruteuse, quand j'appelais les gens, d'avoir des gens courtois qui se souvenaient d'avoir postulé à l'annonce, c'était aussi très important. Mais le pitch, de toute façon, c'est un exercice. Alors, c'est compliqué à faire comme exercice de se présenter et puis de dire les bonnes choses, mais ça nous sert ensuite tout le temps. Ah oui. Même tout au long de notre vie, on va être amené à pitcher. Donc, je te rejoins complètement. Et sur la vitrine LinkedIn, je te rejoins aussi. Il y a des chercheurs d'emploi, donc pas que des alternants, qui choisissent LinkedIn uniquement pour que quand le recruteur fait cette fameuse recherche dont tu parles sur Google, pour que le recruteur tombe en premier sur le profil LinkedIn. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn a été racheté par Microsoft, qui s'est débrouillé pour que LinkedIn apparaisse en premier dans les moteurs de recherche. Donc là, il faut faire hyper en effet attention à tous les sites où on peut nous retrouver qui ne sont pas des sites professionnels. Oui. Il y a des photos sur Facebook, des photos sur Instagram qui ont coûté des alternances, des stages et même des jobs à des personnes. Et c'est vraiment dommage alors que LinkedIn, ça reste une vitrine professionnelle. Mais
C'est une vitrine et il faut bien la décorer. Et ça, c'est intéressant pour les jeunes parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience à mettre en avant. Mais parfois, ils ont des blogs. Ils sont sur YouTube, ils ont fait des petites vidéos, ils prennent des photos. Ils sont capables aussi d'intervenir et de faire des posts un petit peu originaux. Donc, ils ont des choses à mettre pour remplir leur vitrine au-delà de l'expérience. Et donc, ça a un vrai sens. Pourquoi ça a un vrai sens aussi dans la stratégie? C'est que à chaque fois qu'ils vont rencontrer quelqu'un à titre professionnel, eh bien, la personne pourra les trouver et eux-mêmes vont pouvoir se connecter. Et c'est un moyen de faire du réseau. Et ça, stratégiquement, au tout début de sa recherche, quand on démarre une formation et quand on cherche une alternance, il faut se dire qu'on va démarrer son réseau professionnel. Tout à fait. Non, mais LinkedIn est un réseau très utile, en tout cas dans le recrutement. Et dans la poursuite donc, de cette stratégie, une fois qu'on a mis tout ça en place, bien sûr postuler. Au niveau de la démarche de candidature, est-ce que tu es pour que les gens fassent un suivi Excel des offres qu'elles y postulent ou quelques conseils voilà, pour suivre un peu les candidatures? Alors, je dirais de ne pas postuler, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça sert à rien de postuler tout azimut parce que c'est hyper décourageant. Tout à fait. Quand on postule, on envoie, je sais pas, 100 candidatures et qu'on a zéro retour. Il y a rien de plus horrible et on commence à se dire, oh là là, oh là là. Donc moi, la première chose que je ferais, c'est déjà de postuler là où il y a des alternants, d'anciens alternants de ma formation. Les alumni, les anciens élèves, tous ceux qui sont passés par des entreprises, eh bien, en général, ces entreprises-là recrutent des alternants. Donc ça, c'est une des premières pistes. Ensuite, les entreprises qu'on a identifiées dans notre stratégie. Et souvent, elles ont des sites aussi, des sites carrières, etc., qui sont destinés aux alternants. Et puis, il y a les petites boîtes que l'on va repérer comme ça, qui nous donnent envie et chez qui on a envie de d'envoyer une candidature spontanée. Il y a aussi de plus en plus de sites qui permettent de mettre en relation des étudiants, et c'est gratuit, des étudiants et des entreprises. Donc, pourquoi ne pas envisager ça? Et alors, par rapport au suivi, chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc, tableau Excel. Ça peut être papier voilà. Sur du Word, ce qui correspond. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un suivi parce que ça permet de tout de suite retrouver où on en est. Et puis, tu sais ce que tu disais, si à un moment un recruteur appelle, si on a un tableau Excel pas loin, on peut savoir de quoi il s'agit exactement. À titre personnel, quand j'étais en recherche d'une alternance, j'avais mon petit fichier Excel avec la date de l'envoi. Après, c'était ma manière de faire, mais la date de l'envoi de la lettre, l'email, retour oui, non, en process, etc. Aussi, faut pas être, je pense, aussi avis personnel, mais quand on commence à postuler comme ça, ne pas être déçu sur soit pas de réponse ou des réponses négatives. Pas de réponse, parce que des fois, le recrutement, il y a beaucoup de candidatures. Des fois, le process peut être un peu long. On peut aussi avoir une réponse longtemps après sa candidature. Chaque entreprise a son process, mais comment faire face à ce petit côté déceptif? Forcément, on l'a, ça va pas. C'est beaucoup de chance quand on a une réponse positive très rapidement. Mais quel conseil tu pourrais donner pour garder la motivation? Déjà, il faut se dire que même si on a un super CV, qu'on a l'impression que notre candidature va cartonner, nous on a cette impression, mais c'est peut-être pas le cas du recruteur. Mais encore une fois, c'est une question de jeu. Dans tous les jeux, dans les jeux de plateau, dans les jeux sportifs, on ne gagne pas tout le temps. Et souvent, on ne gagne pas au début. Parce qu'il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir gagner. Il faut jouer beaucoup. Donc, j'envoie 100 candidatures, ça ne fonctionne pas. J'en envoie 10, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où, stratégiquement, il faut aussi se remettre en cause. C'est-à-dire que si au bout de plusieurs envois, etc., il ne se passe jamais rien, peut-être qu'il y a... Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose dans le CV qui ne va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le mail de motivation ou peut-être que c'est lié aux entreprises que je vise. Je vise peut-être des trop grosses entreprises ou des trop petites et mon profil ne correspond pas. Mais il y a un moment où il faut accepter de se remettre en question. Eh bien, merci Christelle. On va s'arrêter là-dessus au niveau de la stratégie. Il y a encore beaucoup de choses à dire et chaque expérience est unique au niveau de sa recherche. Merci beaucoup pour tous ces conseils. De toute façon, on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux ou LinkedIn. On en a beaucoup parlé. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite. Merci Agathe pour ton accueil et puis bonne chance à tous. Ne vous découragez pas. On trouve toujours une alternance. Il faut juste être un peu patient. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à tous.